Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panel de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Rachel Siwe, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principal devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. 1 dollar vaut 2540,6675 francs congolais. 1 euro équivaut à 2827,6547 francs congolais. En francs CFA égale à 4,3107 francs congolais. Et un rand sud-africain vaut 141,9826 francs congolais. Et au marché parallèle Eric, 1 dollar équivaut à 2560 francs congolais, 1 euro équivaut à 2800 francs congolais, un franc CFA revient à 3,48 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a enregistré une hausse. Elle coûte 8596,15 dollars contre 8409 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il est toujours évalué à 32 975 dollars. L'once d'or est vendue à partir de 1968,61 dollars contre 1977 dollars américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 79,17 dollars contre 75,25 dollars américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendu à partir de 3470 dollars contre 3407 dollars américains la semaine dernière. Merci Rachel Siwe. On vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Depuis le début de l'année, le franc congolais s'est déprécié davantage par rapport au dollar américain. Actuellement, le franc congolais se change avec un peu plus de 2500 francs contre un dollar américain. Vendredi 21 juillet, le Conseil des ministres a annoncé la mise en application de 8 mesures pour faire face à la dépréciation monétaire. Ces mesures sont-elles efficaces? On en parle avec le coordonnateur national de l'ONGD Toile d'Araignée. C'est une organisation qui regroupe les journalistes économiques d'investigation de la République démocratique du Congo. Jérôme Sekana, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Pourquoi la dépréciation du franc congolais depuis le début de cette année? En un mot, d'abord, c'est une spéculation. Et deuxièmement, il y a eu un petit déficit dans la mobilisation des recettes, c'est-à-dire les assignations n'étaient pas atteintes. Et que, bon, quand on prend dans une gestion sur base caisse, c'est-à-dire on ne peut dépenser que ce qu'on a mobilisé et que les dépenses sont supérieures aux recettes. En tout cas, ça crée quelques petits soucis. Ajouter aussi à cela les dépenses des souverainetés avec la situation qui est à l'Est. Vous avez également l'argent qui sort pour le jet de la francophonie. Vous avez le rapatriement de devises étrangères dans les secteurs miniers qui pose problème. Je pense que nous allons en parler. Tout ça mis ensemble, mais aussi des petits soucis de gestion au niveau de la Banque centrale. Je vais entrer en détail pour expliquer tout ça aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent sur YouTube, parce que je sais très bien que vous êtes là. Mais avant d'aller plus loin, Eric... Il n'y a eu pas de déficit budgétaire? Oui, le déficit, c'est ça aussi qu'on appelle déficit budgétaire, lorsque vous avez des assignations qui ne sont pas atteintes et vous mobilisez moins que vous devriez mobiliser. C'est ça les déficits budgétaires. Mais il n'y a pas eu recours à la planche à billets. Donc il y a une ligne rouge que le gouvernement n'a pas franchie et ne franchira pas, dans la mesure où nous avons un matelas des devises qui approcherait les 5 milliards de dollars américains au titre de ce qu'on appelle les réserves d'échange. Nous avons quand même les recettes qui se comportent très bien. Les mois passés, peut-être, il y avait quelques petits soucis le mois précédent, mais aujourd'hui, pour le mois passé, on constate que
presque toutes les 3 régies ont mobilisé suffisamment de moyens et c'est une bonne chose. Donc il y avait une rupture du pacte de stabilité. Bien sûr, parce que lorsque vous voulez dépenser plus que vous ne mobilisez, ce n'est plus une gestion sur basket, ça pose problème. Alors, on n'a pas recouru à la planche à billets, mais c'est quand même une situation anormale, alors que notre économie est florissante, avec un taux de croissance qui dépasse celui du continent africain. C'est quand même assez curieux, cette dépréciation du franc congolais. Non, ce n'est pas curieux dans la mesure où, si nous ne gérons pas bien l'offre en devises, les devises rentrent au pays conformément au code minier, et il y a 60% des devises qui sont mobilisées au titre de vente des minéraux à l'étranger qui doivent être rapatriés ici en République démocratique du Congo, et 40% restent dans les comptes érimés à l'étranger, et après l'amortissement, c'est la totalité, c'est-à-dire les 100%. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces devises qui entrent? Ces devises arrivent et repartent parce que nous n'avons pas des sous-traitants qui sont capables de fournir, par exemple, des intrants, des consommables au niveau des sociétés minières. Vous savez que notre économie est tirée par les secteurs extractifs, en premier les mines. Donc, c'est les mines qui constituent, si vous voulez, le propulseur de notre économie. Et si nous avons aujourd'hui un taux de croissance positif, au-delà des 7%, c'est tout simplement parce que les recettes proviennent de ce qui fait que lorsqu'il y a baisse des cours des minéraux sur le marché international, automatiquement, nous avons des problèmes en termes de mobilisation des recettes. Il n'y a pas eu recours à la planche à billets, comme vous l'avez dit. Il n'y en aura pas. Mais où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour payer l'excédent, toutes les charges supplémentaires, la francophonie, ça a coûté des millions de dollars américains, et la guerre à l'est du pays. On a trouvé ça? Oui, le problème est le suivant. Chaque mois, lorsque le gouvernement mobilise, il y a les recettes au niveau des régies financières, il n'y a pas que des déficits. Il y a des moments où on va au-delà des assignations. Et le gouvernement met de côté un peu d'argent, c'est-à-dire quand vous faites les cumuls de tous ces surplus que le gouvernement arrive à encaisser, on peut puiser là-bas. Et encore, pour stabiliser le cadre macroéconomique d'une manière globale, ou pour arriver, par exemple, à maîtriser la surchauffe que nous avons observée, la Banque centrale a des instruments. Et parmi ces instruments, vous avez l'injection des devises, c'est-à-dire la Banque centrale puise dans les réserves d'échange un montant, par exemple 50 millions de dollars, vend ça au niveau de ces montants, ces dollars-là, aux banques commerciales. Les banques commerciales prennent cet argent et injectent, vendent à ceux qui en ont besoin, parce que le problème, c'est la politique de la loi, de l'offre et de la demande. Exactement. Lorsque l'offre est inférieure à la demande, eh bien, automatiquement, vous avez une certaine inflation, vous avez une surchauffe. Mais lorsque l'offre est supérieure à la demande, il n'y a pas surchauffe. Et devant ces tableaux-là, on a constaté que au niveau de la République démocratique du Congo, le gouvernement a quand même fait du boulot, notamment la mobilisation des recettes de manière continue. Il y a seulement il y a des pics, des mobilisations des recettes, mais il y a aussi des chutes qui s'expliquent au niveau des régies financières. Mais du côté de la Banque centrale, nous avons 2,7 mois d'importation. C'est insuffisant par rapport aux recommandations de la SADC, c'est-à-dire on doit être au-delà de 6 mois. Mais c'est quand même quelque chose. Donc, l'argent est là. Et qu'est-ce qui se passe lorsque fragile, oui, qu'est-ce qui se passe? Cela veut dire qu'il y a une surliquidité des francs congolais sur le marché. La demande étant pressante, vous avez des gens qui ont besoin des dollars, notamment, vous savez, notre économie est dollarisée, fortement dollarisée. Les gens ont besoin des devises pour aller acheter tout ce qu'ils importent à l'étranger, mais il s'est fait que sur le marché, il y a cette rareté des devises. Et cela veut dire que l'offre
l'offre ne sait pas absorber la demande. En ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde qui a les francs cherchera à récupérer le peu des dollars qu'il y a sur le marché. Et en faisant cet exercice-là, quand bien même nous vivons la thésaurisation, eh bien, automatiquement, il y a surchauffe. C'est lui, si par exemple, Eric Mbago vient, nous présentons devant un cambiste et il dit, bon, voilà, vous vous achetez à combien? Non, moi, c'est à 2300. Eric Mbago dit, non, moi, j'ai besoin d'envoyer l'argent demain pour obtenir, même à 2500, je vous donne. C'est ça la spéculation, c'est ça qui est à la base de ce que nous avons vécu. Alors, la Banque centrale, dans ses prérogatives, doit maintenant prendre un montant, vendre, par exemple, 50 millions de dollars aux banques commerciales à un prix raisonnable, réduit, ce n'est pas un cadeau, et les banques commerciales vont prendre cet argent-là pour donner. En ce moment-là, il y a tous ceux qui ont besoin des dollars accèdent facilement aux dollars. Et on a vu qu'à un moment donné, l'injection des dollars a été absorbée par la masse du franc congolais sur le marché. C'est peut-être que l'injection a été faite avec du retard. Et c'est ça que nous reprochons, par exemple, à la Banque centrale, parce que la Banque centrale a des instruments qu'elle utilise avec retard. La Banque centrale a ses institutions à l'interne ne fonctionnent pas très très bien, ça je dois vous le dire, parce que le problème sur lesquels... Qu'est-ce qui se passe vous avez au niveau de la Banque centrale ce qu'on appelle les conseils d'administration, qui est présidé par Madame le gouverneur. Dans ces conseils d'administration, vous avez pour la plupart des enfants maison. Ces enfants maison, ce sont des monétaristes, ce sont des économistes chevronnés. Alors, à l'intérieur de cette structure, on doit concevoir des stratégies. On doit réfléchir. C'est l'organe suprême. Lorsque cet organe suprême s'intéresse à des dossiers autres que les dossiers, par exemple, de la monnaie, parce qu'au sein du conseil d'administration, il y a aussi des cellules. Il y a aussi des commissions. Mais la commission qui s'occupe de la santé de la monnaie ne fonctionne pas. C'est tout un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit interne? Non, je ne sais pas. C'est un problème organisationnel. Et pourtant, Eric Mbago, le Fonds monétaire international et même la Banque mondiale, toutes les deux institutions de Bretton Woods ont érigé la communication comme un instrument de politique monétaire. En d'autres termes, aucune banque centrale ne peut pas fonctionner sans un service de communication. Il a fallu attendre que le gouvernement demande à la banque centrale de commencer à communiquer les taux d'échange pour qu'on voie sur la RTNC, par exemple, la bande passante et tout ça. Mais non, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de service de communication à la banque centrale. Donc, même cette spéculation, on pouvait la prendre en charge, on pouvait l'expliquer si et seulement si on avait un service de communication. Il n'y en a pas. Sachant que même la communication de l'autorité monétaire peut stabiliser. Oui, parce que vous savez, dans d'autres pays, lorsque le gouverneur s'exprime, c'est un gage de sécurité. Même les opérateurs économiques, la monnaie peut même se stabiliser rien qu'avec la communication de la Banque centrale. Quand on explique, parce que la spéculation, c'est quoi? C'est la panique. Les gens disent, écoutez, sinon je risque de rester. Les dollars étant la monnaie refuge, tout le monde veut en avoir parce que ça ne sert à rien de garder les francs avec soi et ça risque d'avoir c'est d'évaluer à tout moment. Donc, il faut qu'au niveau de la Banque centrale, qu'il y ait un service de communication professionnel pour faire ce travail-là. Et nous avons constaté, une fois de plus, le gouvernement s'est réuni autour du chef de l'État. Donc, tous ceux qui gèrent les finances publiques s'est réuni, y compris la gouverneure. Non, là, ce n'était pas la place du gouverneur. Donc, la Banque centrale a perdu son indépendance. Non, c'est le gouvernement qui a en tant qu'expert, je constate que la Banque centrale aurait dû prendre certaines mesures à son niveau, sans attendre que le gouvernement ou le président de la République convoque cette réunion-là. Mais qu'est-ce que c'est le comité de politique monétaire? Le comité de politique monétaire est là. C'est une instance qui fonctionne en exécutant les ordres du conseil d'administration de la Banque centrale. Or, il y a un problème au niveau du conseil d'administration. Dans les conseils d'administration, ce sont les mandataires que le président de la République nomme par ordonnance présidentielle, des experts du pays
Et à la tête, vous avez Madame le gouverneur. Et les comités de politique monétaire, ce sont les exécutants. Ils doivent ils analysent les paramètres macroéconomiques, mais en suivant les orientations, les stratégies conçues au niveau du conseil d'administration, ce qui n'est pas le cas. Et en plus, il faut qu'il y ait de l'harmonie au niveau de la haute hiérarchie de la Banque centrale, c'est-à-dire Madame le gouverneur et ses amis. Bon, apparemment, il y a quand même certaines incompréhensions. Or, quand on gère, je ne dis pas que ça brûle de partout, j'ai dit certaines incompréhensions sur la gestion, par exemple. Vous savez, la Banque centrale s'occupe de quoi? La Banque centrale s'occupe de la gestion de la monnaie, de la politique monétaire, mais s'occupe aussi de la supervision du système bancaire et financier du pays. Je voudrais, si vous permettez, Eric Ambago, pour faire comprendre aux gens ce qui se passe notamment en ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique. La stabilité du cadre macroéconomique est bipède. Cela veut dire repose sur deux pieds, mieux deux leviers. Le levier, le premier levier, c'est la politique monétaire, qui est managée au niveau de la Banque centrale. Et c'est Madame le gouverneur, pour le moment, la Banque centrale, avec toutes les missions, comme je venais de dire, la politique, la gestion monétaire, la supervision du système bancaire et financier. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle la politique budgétaire, qui commence bien sûr avant la politique monétaire, c'est-à-dire vous avez le ministre des Finances qui collecte les recettes et qui est l'ordonnateur de ces recettes, des dépenses, et vous avez le ministre du budget qui fait la liquidation. Donc les deux forment ce qu'on appelle la politique budgétaire. Et pour qu'il y ait la stabilité du cadre macroéconomique, pour qu'il y ait même la stabilité de la monnaie, il faut une cohésion. Il faut que tout le monde les mette sur la même longueur d'onde. Les deux politiques doivent surveiller l'évolution de l'économie, la santé de l'économie, comme un médecin surveille celui qui a la tension. C'est-à-dire, si vous êtes hypertendu, eh bien, le médecin va vous administrer des produits pour que vous puissiez, que la tension puisse baisser. Et si vous êtes hypotendu, eh bien, le médecin va t'injecter des produits pour que la tension remonte. C'est exactement la même chose. Mais lorsqu'il n'y a pas de politique monétaire prudente, je venais d'en faire la démonstration en ce qui concerne le fonctionnement, et lorsque, au niveau du gouvernement, les recettes ne suivent pas, quand bien même on fait preuve de ce qu'on appelle une gestion sur base caisse, il y a problème. D'où la nécessité de pouvoir harmoniser les choses, parler le même langage. Et ici, je sais que l'indépendance de la Banque centrale ne se négocie pas. La Banque centrale ne doit pas être à la traîne, surtout en cette période où nous nous approchons des élections. La Banque centrale doit rester indépendante, de la même manière qu'elle refuse de donner des avances au gouvernement au titre donc les avances pour permettre au gouvernement de combler son déficit, et ne peut pas recourir à la planche à billets. De la même manière, elle doit veiller sur tout ce qu'elle a comme mission régalienne, tout ce qu'elle a comme prérogative, et doit utiliser les instruments en sa possession. On parle ici de moyens sains, parce que lorsque la Banque centrale injecte des millions de francs, de dollars américains pour absorber la surliquidité et stabiliser la monnaie, ce sont des moyens sains. Lorsque on recourt, la Banque centrale recourt des bons du Trésor, c'est un moyen sain. Lorsque on recourt, donc il faut le faire et donc à date, il faut même avoir des prévisions. Il faut anticiper les choses. On ne doit pas subir, et il faut nécessairement que ceux qui travaillent, que ce soit au niveau de la politique monétaire, que ce soit au niveau de la politique budgétaire, puissent vraiment faire le travail comme il se doit. Alors, monsieur Jérôme Sekana, on va parler de ces 8 mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement pour arrêter cette fluctuation. On va commencer par cette première mesure. Première mesure, la poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur le marché de change, en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères, prélevées notamment sur les réserves de change. Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste. C'est réaliste dans la mesure où, supposons que pour absorber la surliquidité,
la Banque centrale constate qu'après avoir injecté 50 millions ou vendu 50 millions de dollars aux banques commerciales, mais il y a toujours la surchauffe. La Banque centrale a le pouvoir de prendre encore 50 millions, d'ajouter. Que ce soit le même jour, que ce soit une semaine après ou 2 jours après. Même si elle ne sait pas quelle est la politique monétaire. Non. La Banque centrale, c'est elle, la patronne. Elle connaît même le plafonnement. Elle connaît chaque jour qui passe combien de devises il y a dans chaque banque. Vous comprenez? Et combien de fonds congolais se trouvent Bien sûr. sur le marché de Oui, change? la masse monétaire en circulation est contrôlée par la Banque centrale. Mais quand bien même il y a la thésaurisation. Notre économie est fortement informelle. Elle est plus une économie informelle que formelle. C'est là où il y a aussi des problèmes. Parce que quand vous regardez, c'est vrai, notre économie, l'informel bat le record. Il en est de même en ce qui concerne, par exemple, les cambistes. La Banque centrale n'a pas réussi jusque-là à maîtriser les cambistes des rues. Nous avons des gens qui ont des cabinets, vous avez des gens qui ont des bureaux d'échange, qui ont payé l'argent au niveau de la Banque centrale, mais qui ne reçoivent pas la totalité des devises ou même les francs congolais qui doivent venir sur le marché d'échange ne passent pas par là. Et ça alimente ce qu'on peut appeler les blanchiments des capitaux. Vous voyez les maisons qui poussent comme des champignons dans la ville de Kinshasa. Tous ces gens-là, où est-ce qu'ils s'approvisionnent parfois en devises? Ou même quelqu'un qui a détourné l'argent du sang, quand ça débarque ici. Vous pensez qu'ils vont aller dans des bureaux d'échange reconnus officiellement? Ils donnent à des inconnus. Parce que quand ils vendent, ils achètent les dollars ou ils vendent les dollars dans le marché noir, eh bien, ils peuvent disparaître sans laisser des traces. Et c'est dangereux. La Banque centrale a l'obligation de taper du poing sur la table qu'il n'y ait pas des cambistes de rue. Tout le monde doit aller acheter les devises au niveau des banques commerciales ou encore au niveau... Donc vous parlez justement de cette mesure aussi de l'encadrement par le secteur bancaire des opérations de change effectuées par les bureaux de change. Voilà, qui exactement. doivent être compatibles avec leur capacité réelle. Voilà. Alors vous avez la capacité de gérer par exemple 100 millions et vous vous retrouvez avec 1 milliard de dollars. Comment vous expliquez ça? Il y a aussi la thésaurisation. Et ce qui est très grave, c'est que ici en République démocratique du Congo, notamment certains opérateurs économiques étrangers font des transactions sans que la Banque centrale ne les sache. Est-ce que la Banque centrale a les moyens de contrôler Mais bien sûr que oui. Ces transactions? Mais bien sûr, parce qu'il y a des infractions. Il y a des inspecteurs au niveau de la Banque centrale qui doivent chercher à comprendre comment c'est arrivé. L'argent arrive. Il y a la monnaie est une marchandise, Eric Ambago. La monnaie débarque parfois à l'aéroport international d'Injil. La Banque centrale doit être informée. De la même manière qu'elle a plafonné le retrait à pas plus de 10 000 dollars. De la même manière, elle connaît qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Et la Banque centrale a même le droit de faire des inspections. Vous avez envoyé les rapports que dans votre coffre-fort, vous avez autant. Est-ce qu'on peut voir ça? La Banque centrale doit faire ça. La Banque centrale a le pouvoir de contrôler les comptes RME des sociétés minières. Dit, vous avez vendu pour 10 milliards et vous devriez rapatrier 6 milliards en République démocratique du Congo. Où sont passés? Donnez-nous les preuves. C'est passé par quelle banque? Et 40 qui sont restés là-bas, dans les comptes RME. Comment vous avez géré ça? C'est ça aussi la Banque centrale. Donc, ici, il faut qu'au niveau de la Banque centrale, qu'on prenne les taureaux par les cornes pour essayer de discipliner, qu'on n'aille pas de... Parce que la situation, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas aussi dramatique que d'aucuns le pensent. C'est de la spéculation, tout simplement. Parce qu'on a un matelas de devises, des réserves de change. Mais risque d'être dramatique si le cours de change commence à chuter. Non. Ils ont réussi à stabiliser. Le cours mais des matières il y a premières. d'autres moyens. Je voudrais qu'on termine peut-être les mesures. Oui, okay. Et nous, au niveau des toiles d'araignée, nous avons d'autres recettes que nous voulons ajouter pour permettre à ce que le gouvernement puisse aller au-delà des mesures. Alors, quand on parle, par exemple, de l'encadrement par le secteur bancaire des opérations de change, alors, est-ce qu'il faut, en ce moment-ci, obliger ceux qui vendent avec leur sac dans des coins de rue d'ouvrir des bureaux de change? Mais bien sûr, c'est la loi. Si on les voit encore en train de vendre jusqu'aujourd'hui dans la rue, c'est de l'incapacité de la Banque centrale. Ces gens-là méritent la prison. Eric Ambago, vous n'avez pas, vous, le droit d'aller donner votre argent à quelqu'un qui est en train, qui n'a pas d'adresse et qui n'a des bureaux que son parasol.
et qui vous lui donnez $300, $400, ou bien il vous vend des faux dollars, quand vous revenez, il n'est plus là, il est parti. Vous faites quoi? On tolère, le gouvernement Mais tolère. non, c'est la mission, c'est dans les prérogatives de la Banque centrale. Voilà pourquoi je dois la Banque centrale. La Banque centrale devrait réquisitionner même la police et arrêter tous ces gens-là. Obliger tout le monde à avoir des bureaux. On avance rapidement, Monsieur Sekana. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo, le paiement se fera comment? Par exemple, cette mesure-là, c'est une mesure qui aurait dû être prise par la Banque centrale. Ce n'est même pas le gouvernement qui devrait faire ça. Si et seulement si les conseils d'administration, là-dedans, je vous dis, il y a des têtes bien faites que je connais. Ils sont à 10 aujourd'hui, l'un qui est décédé. Je vous dis, ce sont des professionnels des finances publiques et surtout des monétaristes qui sont là-bas. Si ils s'étaient réunis pour examiner la situation, c'est une mesure que la Banque centrale pouvait prendre à son niveau. C'est quoi au juste? Lorsque les documents arrivent dans la chaîne de la dépense, la chaîne de la dépense a 4 phases. Vous avez la constatation, l'engagement. Vous avez l'engagement qui s'est fait au niveau des ministères. Oui. Vous avez la liquidation qui s'est fait au niveau du ministre du budget. C'est-à-dire qu'ils regardent est-ce que cette dépense est éligible. Il y a une ligne budgétaire qui est réservée pour ça. Et puis ça passe à l'ordonnancement au niveau du ministre des Finances et qui envoie via le Trésor, les directeurs du Trésor jusqu'à la Banque centrale pour paiement. Mais la Banque centrale a le choix de payer en espèces ou de faire le virement. Mais qu'est-ce qu'on a constaté à Eric Ambago? Depuis très longtemps, vous avez les comptables des ministères qui viennent, ils sont parfois escortés, même pour l'argent de fonctionnement. Qui dit fonctionnement, cela veut dire les dépenses quotidiennes, les dépenses courantes. Mais un comptable qui s'amène, il vient prendre l'argent à la Banque centrale en espèces avec un cambiste à côté. Il retire, si c'est 10 millions, automatiquement il prend les francs. De là, vous pouvez comprendre que ce ne sont pas les papiers qu'on va acheter. Hein? Donc c'est pour aller construire par exemple des maisons. Donc le gouvernement a rappelé à la Banque centrale son travail. Cette mesure aurait dû être prise depuis longtemps. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le ministère X, prenons le ministère du sport. Il y a des gens qui doivent, il y a de l'argent qui doit sortir pour amener l'équipe nationale quelque part. Au lieu que les comptables du ministère des Sports puissent aller avec une mallette pour chercher à la Banque centrale, prendre les billets des banques et mettre dans les sacs, ce n'est plus le cas. La Banque centrale vire cet argent dans le compte du ministère qui est logé dans une banque commerciale. Okay. Et le ministre, il y a d'abord la traçabilité. Le ministre va émettre des chèques pour tout celui qui devra bénéficier de cet argent. Et même à ce niveau-là, le ministre peut aussi faire pas seulement des chèques, mais des ordres de virement. C'est-à-dire même pour les joueurs. Au lieu qu'on lui donne du cash, l'argent va dans son compte. Voilà. Et c'est ça, c'est une mesure qui aurait dû être prise par la Banque centrale sans attendre le gouvernement. Alors, la gestion rigoureuse des finances publiques, par notamment la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles, en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. Très bien. Pas de paiement en mode d'urgence. Oui, vous savez, c'est ça les drames. La plupart des gens pensent que le trésor public a des moyens illimités. C'est faux et archi-faux. Le trésor public a des moyens très limités. Et le ministre des Finances qui gère les finances, parfois, il a de migraines. Parce qu'il a des problèmes pour faire des choix. Vous savez, c'est tout un lot de dépenses liquidées qui arrivent du ministère du budget, qui arrivent là-bas. Lui, il regarde dans son tableau, qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui connaît ce qu'il y a réellement dans les comptes généraux du Trésor, c'est le ministre des Finances. Alors, il fait quoi? Il y a ce qu'on appelle les charges fixes. Vous avez les dépenses des salaires, vous avez des paiements des dettes que nous avions, des programmations qui sont faites, qu'on ne peut pas bouger. Et puis, ce qui reste, il faut prendre les dépenses
prioritaires. Prioritaire. Et vous avez ici des dépenses de souveraineté. Parmi ces dépenses de souveraineté, vous avez la situation à l'Est. Vous avez, aujourd'hui, on peut considérer également les jets de la francophonie oui. comme étant des dépenses de souveraineté. Alors, lorsque les demandes des paiements arrivent, les dépenses sont liquidées au niveau du ministère du Budget, toutes les dépenses liquidées ne sont pas à payer. Donc, les ministres du Budget peuvent liquider, ça arrive chez le ministre des Finances, il regarde la disponibilité. Et quand il regarde la disponibilité, il constate que s'il sort l'argent pour payer une dépense, ça va directement entamer la dépense de souveraineté qui est prioritaire, il bloque. Mais là, c'est pourquoi il faudrait qu'il y ait une sorte d'adéquation entre le plan d'engagement et le plan de trésorerie. Il faudrait que le ministre du Budget doit connaître exactement ce qu'il y a dans la caisse avant d'engager. C'est ce qu'on appelle en finance publique une gestion sur base caisse. Parce que pour que le ministre des Finances, pourquoi on a eu ce que nous déplorons depuis les 17 juillet dernier ici, c'est tout simplement parce que on ne peut dépenser que ce qu'on a mobilisé. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle une gestion sur base caisse. Vous avez mobilisé 10 milliards, vous ne pouvez pas dépenser 15 milliards. Exact. Vous devez dépenser moins de 10 milliards. Et là, vous êtes dans les bons. Et même si il y a des demandes, la pression est forte, vous bloquez pour que ces paiements interviennent le mois prochain. Alors, le problème, c'est que certains des responsables, y compris des ministres, quand le ministre des Finances bloque comme ça, il dit « Oh, il suffisait seulement de signer. » Non, on ne signe pas pour signer. Parce que quand le ministre des Finances signe, la Banque centrale n'a pas à réfléchir. La Banque centrale décaisse. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de payer on les appelle les non payés, ils sont budgétisés. Voilà. Tout ça, c'est une masse supplémentaire dans C'est une masse supplémentaire qui se trouve dans ce qu'on appelle la rubrique des charges fixes. Vous voyez, le gouvernement, il y a eu des conventions, il y a eu les banques syndicales à discuter avec le gouvernement au niveau de la fonction publique, par exemple, Eric Ambago. Alors, lorsque le gouvernement dit que, bon voilà, nous avons 1 million de fonctionnaires qui sont payés par les trésors. Maintenant, nous ajoutons, parce que là, nous approchons les 1 500 000, même les 2 millions d'ailleurs. Alors, lorsque l'argent rentre dans la caisse, on ne peut pas ne pas donner la totalité du montant de l'enveloppe salariale. Ça, c'est une charge fixe. Donc, si il y a la disponibilité ne peut que couvrir ça, c'est ça qui va être fait. S'il y a une dépense de souveraineté, par exemple, en rapport avec l'armée, c'est ce qui s'est passé il y a quelques temps ici, eh bien, on dit non, patientez, la priorité d'abord, c'est cette dépense de souveraineté. Alors, ces ajustements-là ne sont pas expliqués à la population. Voilà pourquoi, même au sein du ministère des Finances, même au sein de la Banque centrale, il faut communiquer. La communication doit être considérée comme un instrument de la politique budgétaire, comme un instrument de la politique monétaire. Alors, on va aller rapidement sur les 3 dernières mesures. Il y a le renforcement des mesures de rapatriement des devises. Je venais d'en parler. La concertation entre la Banque centrale du Congo et les opérateurs du secteur minier. En tout cas, le suivi n'est pas fait correctement par la Banque centrale. Ça veut dire que la Banque centrale a peur de certains miniers parce qu'il paraît que certains opérateurs miniers payent, mais beaucoup ne payent pas. Non, le problème c'est que la Banque centrale, c'est l'État. La Banque centrale n'a pas à avoir peur des gens. Parce qu'il y a bien sûr, il y a des sanctions. Est-ce qu'il y a la possibilité de contrôler Mais bien sûr, la Banque centrale a l'obligation, a le pouvoir. On se plaint. Le ministre des Finances s'est plaint dernièrement. Voilà, il y a telle société qui paye, il y en a beaucoup qui ne payent pas. Mais pourquoi voilà pourquoi la Banque centrale est autorisée même à envoyer ses inspecteurs à l'étranger pour aller contrôler les comptes RME de ces sociétés minières en disant entreprise X, vous avez vendu les cobalt à autant. Vous avez vendu le cuivre à autant. Montrez-moi les bordereaux des rapatriements de 60% de ces montants. C'est ça le travail de la Banque centrale. Mais ce travail n'est pas fait. Pourquoi c'est pas fait? Il n'y a pas les inspecteurs ne sont pas là. C'est fait timidement. Et quand l'argent arrive ici, non seulement on contrôle ce qu'on fait avec cet argent, mais également
la Banque centrale doit vérifier c'est comment les 40% qui restent dans les comptes RME sont gérés. Maintenant, la difficulté que nous avons, Eric Ambago, c'est que quand l'argent, le peu là qui arrive, les miniers disent quoi? Nous avons par exemple besoin de la chaux, nous avons besoin par exemple des acides et tout ça. Il n'y a pas de PME qui produisent. Là aussi, il faut que le gouvernement aide les petites, les opérateurs miniers congolais, donc les PME, à pouvoir produire ces dons localement, ces dons les miniers ont besoin pour que nous puissions capter ces devises-là qui rentrent dans notre pays. Parce que les législateurs, vous savez, Eric Ambago, j'ai travaillé dans des commissions, on a préparé le code minier d'abord de 2002 et de 2018, parce que là, on devrait d'ailleurs réviser déjà. Mais je vous dis, nous avons le code minier, je dirais le meilleur de l'Afrique. On en parlera dans une autre émission. Jérôme Sekana, rapidement, la retenue immédiate et à la source par le Trésor public de la TVA pour les fournisseurs et prestataires de l'État lors de paiement de leurs factures. Écoutez, là aussi, il y a un problème. Nous sommes en train de fabriquer des milliardaires dans ces pays. Vous savez... Des milliardaires congolais, des milliardaires étrangers. Okay. La TVA. Pour comprendre comment fonctionne la TVA, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle le redevable légal et les redevables réels. Eric Ambago va dans un supermarché. Il achète des histoires. Regardez bien votre facture, Eric. Il y a les 16% de la TVA. De la TVA, tout à fait. Vous êtes le redevable réel. C'est vous qui donnez cet argent à l'État. L'État, oui. Alors, le propriétaire du supermarché, il est le redevable légal. Le législateur l'a érigé caissier de l'État, avec obligation de prendre les 16% de la facture que toi tu as payée et d'envoyer en totalité au niveau de la DGI. Mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, pourquoi? Parce que ils peuvent mobiliser même 10 milliards de francs. Ils vont reverser ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'on ne trace pas. Il n'y a pas de caisse enregistreuse. Vous avez compris. Pas seulement des caisses enregistreuses, mais il y a la facture informatisée qui traîne à prendre corps. Mais aussi la caisse enregistreuse une caisse enregistrée, c'est un terminal de la Banque centrale qui fonctionne sans fil et qui fait remonter l'information en temps réel. C'est collé à la caisse. Au niveau des supermarchés, au niveau des restaurants, et ça fait remonter l'information en temps réel jusqu'au niveau du suite central de la Direction générale des impôts et au niveau de la banque commerciale pour comprendre que X a payé autant. Et puis, sur base de ces documents-là, on peut venir faire le redressement et dire par exemple, au redevable légal qui est là, bon, vous avez perçu autant ce mois-ci, vous devez verser ça. Alors, il n'y a pas moyen de retracer tout ça. Ça pose problème. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment l'argent de l'État à leurs recettes. Ça, c'est devenu les recettes propres. Donc, ils bouffent l'argent de l'État. D'où la nécessité, et c'est ça aussi les dangers. Même en termes de budget, Eric Ambago, on discutait avec vous. Nous avons la capacité contributive est très, très importante, mais nous n'avons que 175 000 personnes physiques et morales confondues qui sont répertoriées et qui payent les impôts. Et avec ça, on ne peut pas vraiment mobiliser les recettes comme il se doit. Donc il sera difficile aujourd'hui, par exemple, on va dire quoi, l'encadrement de la taxation d'office des entreprises. Non. C'est-à-dire, on a comme l'impression que ce soit les législateurs, que ce soit les gouvernements, ils mettent souvent la charrue devant le bœuf. Vous voyez, les régies financières souffrent. Les régies financières devraient d'abord bénéficier des financements des réformes. Vous avez STDA, c'est-à-dire la traçabilité sur le produit d'accise au niveau de la douane. Vous avez la TVA au niveau de la DGI. Vous avez les logérades au niveau de la DGRAD. Ce sont des réformes qui devraient être précédées, qui devraient être implémentées sur l'ensemble du territoire national avant même de voter. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Au niveau des législateurs, étant donné qu'il y a eu quand même mobilisation des recettes, ils ont exagéré. Regardez à la DGI. Le taux d'accroissement, je n'ai jamais vu ça au monde, de 83% par rapport au budget, aux assignations de l'année 2022. Ça n'a pas de sens.
En vertu de quoi on peut exagérer l'accroissement comme ça, alors que les réformes qui auraient dû précéder ces assignations-là ne sont pas là. Donc c'est ça la faute, et c'est ça qui fait que on risque de ne pas atteindre le montant des 16 milliards 800 millions de dollars américains de notre budget. Mais une chose est sûre, au niveau de l'administration fiscale, il y a quand même des choses qui sont faites, dans la mesure où, dans les secteurs miniers, on a constaté que sur les 70% des sociétés minières, les chiffres d'affaires cumulés est de 31 milliards de dollars, et que l'administration fiscale est en train de faire le redressement maintenant là, pour essayer de capter réellement ce qui est dû à l'État. Et ça ne sera pas comme les fois passées. Je pense que la DGI peut atteindre et dépasser les assignations. Alors, le paiement de tous les impôts, taxes, droits de redevance de très bonne l'État chose en francs congolais. C'est une très bonne chose. Comment ça se passe? Lorsque C'est un peu bref parce qu'on a... Lorsque les sociétés minières rapatrient l'argent, l'argent qui arrive au pays, ce sont des devises. Ce sont des dollars, ce sont des euros. Alors, on demande à ces sociétés-là de payer l'impôt. Si ces sociétés n'ont que des devises, on leur demande de payer en francs congolais. Qu'est-ce que ces sociétés vont faire? Ces sociétés vont aller chercher chez les cambistes. Ces sociétés vont aller à la banque, même à la banque centrale, demander non, nous avons besoin des francs congolais. Et lorsqu'ils prennent des quantités énormes de francs, ça donne de la valeur aux francs congolais. Donc c'est notre devise nationale. C'est une mesure très importante qui aurait dû être prise bien avant, tout en sachant très bien que le franc congolais fonctionne concomitamment avec les dollars américains. Oui. Mais nous avons, l'économie est plus dollarisée que n'utilise pas beaucoup de dollars. Alors, quelle est la proposition de Toile d'Araignée aujourd'hui pour faire face à la dépréciation du franc congolais face aux principales devises étrangères? D'abord, le gouvernement doit donner les moyens. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Le gouvernement doit donner les moyens aux régies financières pour exécuter toutes les réformes. Je venais de citer ici. Ça, c'est de un. De deux, le gouvernement doit accélérer ce qu'on appelle, les ministres des Finances a parlé dernièrement comment on peut arriver à capter suffisamment de l'argent. L'inclusion financière, le mot est là. L'inclusion financière, c'est-à-dire, quand vous regardez Eric Ampago, au jour d'aujourd'hui, prenons dans les secteurs de télécommunications, nous avons 45 millions de téléphones portables qui circulent au pays. On manipule l'argent là-dedans. Mais qui gère ça? Ce sont les privés. En Chine, c'est l'État qui contrôle. C'est de l'argent, il y a des milliards là-dedans. Vous prenez au niveau des banques, nous avons à peu près 25 millions de comptes bancaires. C'est en deçà par rapport au nombre de la population. Nous avons 100 millions de Congolais. En principe, le ratio voudrait qu'on puisse avoir, si possible, 60 à 70 millions de comptes. Mais nous sommes en deçà. Il faut fournir un effort là-dessus. Au jour d'aujourd'hui, quand nous rentrons dans les secteurs de télécom, où les data, c'est-à-dire ce qui fait véhiculer les sons, l'image, les SMS et consorts, toutes les sociétés de télécommunications, quand vous pouvez vous passer d'acheter même un pain, mais vous ne pouvez pas vous passer d'acheter des unités ou encore des mégas. Tout cet argent-là, en principe, on devrait centraliser. Il y a des réformes. On a tripatouillé la loi cadre sur les télécoms. Nous avons dénoncé au niveau des toiles d'araignée. Et maintenant que cette loi est rentrée pour être révisitée, il faut nécessairement qu'on reprenne une centaine d'articles qui étaient arrachés de cette loi, qu'on intègre pour faire de l'opérateur public qu'est la SCTP un opérateur qui charrie notamment les appels entrants, et notamment tout ce que nous avons comme point d'atterrage. Au jour d'aujourd'hui, certains privés gèrent les points d'atterrage. C'est anormal. Aucun pays au monde ne peut accepter des choses comme ça. Je rappelle que notre invité, c'est Jérôme Sekana, le coordonnateur national de l'ONGD, Toile d'Araignée. Monsieur Sekana, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Rachel Inesiwe.
On a constaté l'augmentation de prix sur certains articles, notamment les denrées alimentaires de première nécessité. Par exemple, un carton de poisson salé qui coûtait 120 000 francs, à ce jour, il revient à 165 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte entre 59 à 61 000 francs congolais. Un sac de semoule 25 kg revient à 52 000 francs congolais, voire 56 000 francs congolais, c'est selon la marque. Un kilo de viande de bœuf est à 18 000 francs congolais, il était à 15 000 francs congolais. Un sac de braise se négocie entre 50 000 à 60 000 francs congolais et un plateau d'œufs coûte 15 000, 16 000, voire même 17 000 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg est toujours vendu à 15 000 francs congolais comme la semaine passée. Un bidon d'huile végétale de 5 litres se vend à partir de 24 000 francs congolais. Un bidon d'huile de palme coûte à ce jour 18 000 francs, voire 20 000 francs congolais selon la qualité. Un tas de poissons fumés varie entre 5 000 à 70 000 francs congolais. La viande boucanée se négocie à partir de 35 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de chenille coûte 10 000, 12 000, voire 13 000 francs congolais. Et celle de frétin ou ndakala varie entre 20 000 à 23 000 francs congolais. Une mesurette ou copeaux des petits haricots appelés mbwengi est à 1800, voire 2000 francs congolais. Celle des haricots appelés goma coûte 3500 à 4000 francs congolais. Le bilbil 3600 à 3700 francs congolais. Le milaï est vendu à 3000 francs et bal soldat 2800 voire 3200 francs congolais. Une botte d'épinards se négocie entre 1000 à 2000 francs congolais. Celle des amarantes est à 1000, 1500 voire 2000 francs congolais. Celle de feuilles de manioc se vend à partir de 1000 francs congolais. Une chikwang revient toujours à 500, 1000 ou 1500 francs congolais selon la grandeur. Un pain se vend à partir de 300 francs congolais. Et les produits surgelés gardent toujours le même prix que la semaine dernière. Par exemple, un carton de cuisses de poulet est vendu à partir de 28 $. Le kilo est vendu à 8 000, 9 000, 9 500 francs congolais. Les tripes sont à 24 $ et le kilo varie entre 9 000 à 11 000 francs congolais. Merci Rachel Lunesiwe, on vous retrouve la semaine prochaine avec toutes vos rubriques. Alors, Monsieur Jérôme Sikana, rapidement, on va terminer. Quelques petites questions pour arriver à des finances publiques saines. Il faut également le contrôle. Aujourd'hui, nous avons l'IGF, 3 ans d'exercice. Quel bilan vous pourrez faire brièvement de l'IGF? Bilan très positif par rapport au désordre qu'il y avait dans le contrôle au 2e degré des finances publiques dans notre pays, dont la majorité des rapports et recommandations de l'IGF étaient classés sans suite dans des tiroirs à cause des interférences politiques. Et on observait des choses invraisemblables, les gens plongés dans les antivaleurs, dont les antivaleurs dans notre pays, c'était devenu d'ailleurs, on dirait, un sport national. Il fallait l'arrivée du réformateur Gilles Alinguete à la tête de l'IGF, et ça, le chef de l'État a vu juste, pour que nous puissions vivre une véritable révolution au niveau de l'IGF. Et je retiens 3 réformes très importantes. D'abord, la patrouille financière avec ses nombreux avantages qui permet de préserver les moyens financiers des entreprises parce que les mandataires ne peuvent plus engager des grandes dépenses sans que celles-ci ne soient validées par les inspecteurs des finances. Là, on évite de faire le médecin après la mort, parce que par le passé, les gens dépensaient d'abord de l'argent et chaque fois quand on venait faire le contrôle, c'était presque difficile ou même impossible de pouvoir récupérer l'argent dépensé. Là, on intervient en amont. Deuxièmement, l'augmentation des moyens financiers pour permettre le fonctionnement de l'IGF, avec une grosse motivation telle qu'on les constate. En tout cas, les inspecteurs de finances sont à l'abri de la corruption, c'est-à-dire l'appât de la corruption ne peut pas les tenter, d'autant plus que la motivation est conséquente. Et le chef de l'État, en plus d'autres sources de financement contenues par le passé dans l'ancienne ordonnance, eh bien, Gilles Alinguete a fait introduire une autre source de financement, on prélève 10% dans l'ensemble des recettes que mobilisent toutes les 3 régies financières. Et puis, un troisième élément important, vous savez que le corps des inspecteurs avait déjà vieilli.
Julien Linguet a rajeuni, a recruté de jeunes pour compléter les tableaux, c'est-à-dire le cadre organique de l'IGF au jour d'aujourd'hui. L'IGF fonctionne au grand complet et avec un renforcement des capacités permanentes qui permet aux jeunes qui sont là-bas, de tous les métiers. Vous savez, au niveau de l'inspection générale des finances, vous avez des ingénieurs agronomes, vous avez des ingénieurs civils. Donc, toutes ces spécificités-là, toutes ces expertises n'étaient plus là, d'autant plus que la plupart, certains inspecteurs des finances s'est trouvé à l'aise d'aller travailler ailleurs. Et maintenant, aujourd'hui, il y a l'engouement. C'est tout le monde qui veut revenir travailler à l'IGF parce que la rémunération est devenue conséquente avec tous les avantages que vous pouvez vous imaginer. Donc, aux côtés, bien sûr, de toutes ces réformes, je sais qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi des faiblesses. Et ces faiblesses, nous pouvons citer d'abord, nous pouvons parler de l'absence de pouvoir coercitif de l'IGF. Certes, l'IGF mène des investigations, publie des recommandations, et peut arriver jusqu'à bloquer les comptes, mais ce n'est pas suffisant. L'IGF a besoin d'avoir toute une loi sur ce qu'on appelle le privilège du trésor, un peu comme les régies financières, et aller jusqu'au bout de la procédure. Mais là n'est pas tellement le problème. La grande réforme, parmi les faiblesses dont souffre aujourd'hui l'IGF, c'est que l'IGF peut faire une enquête, arriver à des conclusions, souvent des conclusions qui sont graves à charge de mandataires, mais ne peut pas sanctionner ces gens-là comme il se doit. Il doit, en tant que les inspecteurs des finances, ce sont des OPJ à compétences restreintes en matière des finances publiques, doivent envoyer au ministère public dans des cours et tribunaux que nous avons. Mais qu'est-ce que nous constatons dans ces cours et tribunaux, avec tout ce que vous pouvez vous imaginer, toutes les faiblesses qu'il y a là-bas, des antivaleurs qu'on observe là-bas, n'ont pas l'expertise, ne sont pas des spécialistes des finances publiques. Donc, pour eux, ils peuvent passer à côté de l'essentiel, ils peuvent négliger une décision qui peut ramener des milliards au trésor public, et ils peuvent accepter, par exemple, de se faire corrompre, comme c'est le cas souvent. Alors, il faut nécessairement arriver à donner, faire en sorte que les dossiers de l'IGF soient orientés plutôt à la Cour des comptes. Et ça, c'est une réforme très importante. Pourquoi la Cour des comptes? Parce que la Cour des comptes, c'est l'organe de contrôle supérieur qui est au-dessus de l'IGF, mais qui est doté en son sein d'un parquet financier. C'est-à-dire, vous avez le procureur qui est là avec des magistrats spécialisés des finances publiques, et vous avez des juges. Il y a une cour là-bas. Donc, ce que nous rêvons dans ce pays, c'est de voir un jour des mandataires qui s'amusent avec les deniers publics comparaître comme on voit dans d'autres cours et tribunaux, devant les magistrats, et plutôt les juges de la Cour des comptes, avec des sanctions appropriées. L'arsenal juridique dont dispose notre pays dans ces domaines n'est pas tellement exploité parce qu'on n'a pas encore passé à cette étape-là de sanctionner les mandataires publics conformément aux lois qui régissent les finances publiques dans notre pays. Vous avez au niveau de l'IGF, la communication pose problème. La communication, c'est-à-dire tous les partenaires des médias de l'IGF n'ont pas été recyclés. Hein? Donc, ils récupèrent, ce sont des caisses de résonance. Ces médias ne devraient pas être des caisses de résonance où la cellule de communication prépare une communication ou des spots. Il y en a des bons là-dedans, par exemple Baillé, ça c'est un bon spot bien monté, et envoyé dans les médias rien que pour diffuser. Non, l'IGF, étant donné que le chantier est immense, a besoin d'avoir des journalistes recyclés, formés par rapport au job description de l'IGF, c'est-à-dire par rapport aux prérogatives de l'IGF. Et il y en a beaucoup. Donc, ces journalistes économiques doivent avoir vraiment une formation de base, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, y compris même la cellule des communications. Je vous disais tantôt ici que, bon, la communication est devenue un instrument de la politique monétaire. Donc, on peut aussi dire que la communication est devenue un instrument de la politique de contrôle des finances publiques. Donc, et parmi d'autres
faiblesse, il y a l'absence de ce qu'on appelle la démocratie financière. La démocratie financière, c'est un nouveau concept au niveau des institutions internationales qui veut que on observe les règles de la bonne gouvernance, on observe ce qu'on appelle la redevabilité, mais aussi les contrôles citoyens. Les contrôles citoyens, les propriétaires des finances publiques qui se trouvent être les citoyens ont le droit des regards et il faut être fair play. Ceux qui dirigent, ceux qui gèrent les finances publiques, comme les inspecteurs de l'IGF, doivent être flexibles aux critiques. On ne doit pas faire le culte de la personne, on ne doit pas faire en sorte que tout ce qui est dit ou ce qui s'est fait au niveau de l'IGF, ce sont des versets bibliques qu'on ne peut pas changer. Les sciences, les finances publiques constituent une science, et personne n'a le monopole du savoir, mais lorsque des structures outillées comme Toile d'araignée constatent par exemple des incompatibilités avec des arguments qui tiennent la route, au lieu d'envoyer des journalistes par exemple pour aller critiquer ceux qui élèvent la voix, et je pense que ceux qui les font ne le font pas pour traîner vers le bas l'IGF, étant donné que au jour d'aujourd'hui, tout le monde doit appuyer l'IGF, toute la nation doit appuyer l'IGF parce que l'IGF fait la fierté de notre pays. Donc, il faut accepter les critiques, surtout les critiques objectives, des critiques qui résistent aux assauts des doutes pour permettre à ce que le pays puisse se développer. Je voudrais terminer en disant que dans notre pays, nous avons l'obligation d'observer. Il y a un adage qui dit « c'est dans la négligence des petits devoirs que se fait l'apprentissage des grandes fautes ». Quand bien même on a la connaissance, mais il faut écouter l'autre et voir si ce qu'il vous dit, les observations qu'il fournit vis-à-vis de vous, tiennent la route ou pas. Donc, Toile d'araignée a fait une communication, mais nous avons assisté à un lever des boucliers du corps des inspecteurs, c'est-à-dire les syndicats des inspecteurs, qui a tiré à boulet rouge sur l'agence Galaxy Média, alors que ce n'est pas l'agence Galaxy Média qui s'est exprimée, et c'est les Toiles d'araignée qui s'est exprimée. Donc nous voulons vraiment que l'accompagnement de l'IGF se fasse avec de professionnels des médias et qu'au niveau de l'IGF, qu'on observe ce qu'on appelle la démocratie financière. Je rappelle que notre invité, c'était M. Jérôme Sekana. Il est le coordinateur national de l'ONG des Toiles d'araignée. M. Jérôme Sekana, merci d'avoir répondu pour la première fois à l'invitation de Jeudi Économie. Nous aurons d'autres sujets, beaucoup de sujets. Nous pourrons évoquer notamment surtout les réformes, budget de 2023. On parlera des réformes dans les prochaines émissions. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. Merci. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à Jacques Zinga, qui était au niveau de la diffusion FM, et Patrick Mugongo, qui était au niveau de YouTube. Merci à vous d'avoir bien voulu suivre cette émission. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook aussi, Jeudi Économie avec Eric Ambago. À très bientôt. Ah là là. Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC. Indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago.